Cette expérience m'a été racontée par Laura, une architecte qui vit à Montevideo, en Uruguay. Elle m'a écrit après avoir regardé plusieurs vidéos de la chaîne et m'a dit qu'elle était enfin prête à raconter ce qui lui était arrivé lorsqu'elle travaillait à la restauration d'un bâtiment abandonné. Si tu as déjà pénétré dans des lieux oubliés, des bâtiments vides où le temps semble s'être arrêté et que tu as eu le sentiment de ne pas être seul, partage ton histoire dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont certains espaces semblent retenir l'énergie, les souvenirs, les présences. Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Maintenant, voici l'histoire de Laura et du bâtiment qui n'aurait jamais dû être restauré. Je m'appelle Laura et je suis architecte spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques. J'ai 39 ans et je travaille dans cette profession depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des dizaines de projets, anciennes demeures, théâtres abandonnés, hôtels désaffectés. Je suis habitué aux lieux anciens, poussiéreux, pleins d'histoires. J'adore mon travail précisément pour cela. Chaque bâtiment a une histoire à raconter. Mais il y a un bâtiment qui m'a fait remettre en question si certaines histoires devraient me rester enterrées. Tout a commencé en mars 2023. Un promoteur immobilier m'a contacté pour évaluer un bâtiment dans le quartier de Cordón, en plein centre de Montevideo. C'était un bâtiment art déco de 7 étages, construit en 1936, qui était abandonné depuis le début des années 90. 30 ans sans aucun entretien. Le développeur voulait en faire des appartements de luxe. Mon travail consistait à évaluer la structure, déterminer ce qui pouvait être sauvé, ce qui devait être démoli et concevoir le plan de restauration. Le bâtiment était à l'angle d'une rue passante, mais curieusement, les gens semblaient l'éviter. Ils marchaient sur le trottoir opposé. Les commerces voisins n'occupaient pas les murs mitoyens. C'était comme s'il y avait un espace invisible autour du bâtiment que personne ne voulait traverser. La première fois que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi il provoquait cette réaction. Il était magnifique, mais profondément troublant. La façade art déco montrait encore son élégance d'origine. Lignes géométriques, fenêtres arquées, balcons ornés de balustrades en fer forgé. Mais tout était couvert de saleté, de graffitis et de délabrement. Les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois pourri. La porte principale avait été scellée avec des briques. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne peux pas expliquer rationnellement. Le bâtiment dégageait une sensation de rejet, comme s'il ne voulait que personne n'entre, comme s'il gardait des secrets qu'il ne voulait pas révéler. Impressionnant, n'est-ce pas? Dit le développeur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Roberto. Un joyau architectural gaspillé. Pourquoi est-il resté abandonné si longtemps? Ai-je demandé. Problème juridique. Des disputes successorales qui ont duré des décennies. Finalement, elles ont été résolues, et nous voilà. Quelqu'un d'autre a-t-il essayé de l'acheter avant? Roberto hésita. Il y a eu des offres précédentes. Aucune n'a abouti. Mais c'est du passé. Maintenant, c'est à nous et nous avons le feu vert pour le restaurer. Il ne m'a pas dit toute la vérité, je l'ai su plus tard. Mais à ce moment-là, je ne voyais qu'un projet fascinant. Nous avons obtenu les permis nécessaires et commencé l'évaluation. J'ai engagé une petite équipe, 2 ingénieurs structure, un électricien et un plombier. Nous entrerions pendant la journée, ferions nos mesures et évaluations, et sortirions avant la tombée de la nuit. Le premier jour a été relativement normal. Nous avons cassé le seau de briques à l'entrée principale avec un marteau pneumatique. La porte derrière était rouillée mais intacte. Lorsqu'on l'a finalement ouverte, une odeur d'humidité, de moisi et quelque chose de plus nous a accueillis. Quelque chose de sucré et de pourri que je n'ai pas réussi à identifier. Le hall était spectaculaire. Sol en mosaïque avec des motifs géométriques art déco, bien que couverts de poussière et de débris. Un escalier en marbre montait majestueusement vers les étages supérieurs. Il y avait un vieux ascenseur avec des portes en grille métallique, évidemment hors d'usage après 30 ans. Les murs avaient du papier peint décollé, suspendu en longues bandes. Il y avait des graffitis récents dans certaines zones. Apparemment, des sans-abri étaient entrés par une fenêtre à un moment donné. Mais en général, le bâtiment était remarquablement intact. Nous avons commencé au rez-de-chaussée. C'était un hall d'entrée et des bureaux commerciaux. Nous avons examiné la structure, pris des photos, fait des notes. Tout semblait solide. Le bâtiment était étonnamment bien construit. Alors nous avons entendu quelque chose qui nous a fait arrêter. Un bruit métallique, comme si quelqu'un avait fermé une porte violemment à l'un des étages supérieurs. Clang. Nous nous sommes tous regardés. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici?
a demandé Diego, l'un des ingénieurs. Ce ne devrait pas, ai-je répondu. Nous avons scellé l'entrée après être entrés. Probablement quelque chose qui est tombé, a dit Marcos, l'autre ingénieur. Cet endroit est plein de choses lâches. Nous avons continué à travailler, mais j'étais maintenant en alerte, écoutant. 1 heure plus tard, nous avons entendu des pas, clairs, sans équivoque. Quelqu'un marchant à l'étage supérieur. Le son de chaussures sur le parquet en bois. Tap, 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 tap. D'accord, il y a définitivement quelqu'un ici, a dit l'électricien, Javier. Je vais vérifier, ai dit, en prenant ma lampe de poche. Veux-tu que nous allions avec toi, a proposé Diego. Non, continuez à travailler. C'est probablement un squatteur qui n'est pas sorti quand nous avons bouché l'entrée. Je leur dirai de partir. Je suis monté les escaliers en marbre. Chaque pas résonnait dans l'espace vide. Les escaliers étaient recouverts de poussière, et je pouvais voir clairement qu'il n'y avait pas de traces récentes, sauf les miennes. Le premier étage avait été composé d'appartements résidentiels. Il y avait un long couloir avec des portes de chaque côté. La plupart étaient ouvertes, révélant des appartements vides avec des meubles anciens couverts de draps, des papiers jaunis éparpillés sur le sol, des bouteilles vides. « Bonjour » ai-je appelé. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» C'est un bâtiment privé. Ils doivent partir. Silence. Je marchais dans le couloir, vérifiant chaque appartement. Tous vides. Il n'y avait aucun signe d'occupation récente. Aucune couverture, aucune trace de feu de camp, aucun déchet frais. S'il y avait des squatteurs, ils étaient repartis depuis longtemps. Mais alors j'ai entendu à nouveau les pas. Cette fois, ils venaient de l'étage supérieur. 2e étage. Tac, 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 tac. Je suis monté au 2e étage. Même disposition, long couloir, appartements de chaque côté, tous vides. Cela n'a pas de sens, murmurait. Les pas ont recommencé. 3e étage. Je commençais à me frustrer. Quelqu'un me jouait-il un tour? Je suis monté au 3e étage. Rien. 4e étage. Rien. Quand je suis arrivé au 5e étage, je me suis arrêté. Cet étage semblait différent. L'air était plus froid, plus lourd. Et il y avait une odeur. Cette odeur douce et pourrie du hall, mais beaucoup plus forte ici. Le couloir était plus sombre que les autres. Certaines portes étaient refermées. Je marchais lentement, éclairant chaque porte avec ma lampe de poche. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur une des portes, appartement 5C. Il y avait quelque chose gravé dans le bois. Je me suis approché pour mieux voir. Ce étaient des mots, gravés profondément, comme avec un couteau ou un clou. Il disait « N'entrez pas ». Et en dessous, elle est encore là. Une chair de poule m'a parcouru le dos. J'ai essayé de tourner la poignée de l'appartement 5C. Elle était verrouillée. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait arrêter mon cœur. Une voix de femme, chantant. Elle venait de l'intérieur de l'appartement 5C. C'était une berceuse, douce, mélodique, mais il y avait quelque chose de profondément perturbant en elle. La mélodie était correcte, mais le ton était vide, sans émotion, comme un enregistrement en boucle. Dors, dors, mon enfant, dors sans peur. Maman est là, maman sera toujours là. Bonjour, dis-je en frappant à la porte. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? La chanson s'arrêta brusquement. Silence. Je m'appelle Laura. Je suis architecte. Ce bâtiment va être restauré. S'il y a quelqu'un qui vit ici, j'ai besoin qu'il sorte. Je peux vous aider à trouver un autre endroit. Plus de silence. Et puis, une voix. La même voix qui chantait. Mais maintenant, elle semblait différente, plus proche, juste de l'autre côté de la porte. « Tu vas m'emmener voir mon bébé ?» Les mots me glacèrent. « Je ne comprends pas. Quel bébé? Vous ne pouvez pas emmener mon bébé. Il est à moi. Je m'en occupe. Je le protège. Madame, personne ne va prendre quoi que ce soit. J'ai juste besoin que vous ouvriez la porte. » Un bruit étrange vint de l'autre côté, comme des griffes, des ongles raclant le bois. Je ne peux pas ouvrir. Il m'a enfermé. Il m'a enfermé avec mon bébé. Il a dit que c'était pour notre bien. Mais mon bébé a cessé de bouger. Il a arrêté de pleurer. Et maintenant, je ne fais que dormir. Je chante seul. J'espère seul. Ma main tremblait sur la poignée. Combien de temps est-ce que tu es là-dedans? Je ne sais pas. Très longtemps. Tellement longtemps. Quelle année sommes-nous? 2023. Un bruit horrible venait de l'autre côté de la porte. Un gémissement, un sanglot, quelque chose entre rire et pleurs. Tant de temps,
tant de temps seul avec mon bébé. Je reculais de la porte. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Je devais sortir. Je devais appeler à l'aide. Je courus vers les escaliers. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu quelque chose qui m'a fait trébucher et tomber. Il y avait une femme debout au début des escaliers. Il était jeune, peut-être 25 ans. Il portait une robe des années 50, décolorée et sale. Ses cheveux étaient longs et en désordre. Et dans ses bras, elle tenait quelque chose enveloppé dans une vieille couverture. Nous nous regardâmes fixement. Ses yeux étaient sombres, creusés, désespérés. « Tu vas m'aider ?» chuchota-t-elle. « S'il te plaît, aide-moi à sortir. Il m'a enfermé il y a si longtemps. »« Qui t'a enfermé ?»« Mon mari. Il a dit que j'étais malade, que le bébé était malade, que nous devions rester ici jusqu'à ce que nous soyons guéris. Mais nous ne nous sommes jamais guéris, et il n'est jamais revenu. » Je fis un pas vers elle, tendant la main. « Je peux t'aider. Viens avec moi. Sortons d'ici. » Elle sourit. Ce fut le sourire le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. « Je ne peux pas sortir. J'ai essayé pendant des années, mais je reviens toujours ici, toujours à l'appartement 5C. Qu'as-tu dans tes bras ?» Elle regarda en bas vers la couverture. Lentement, elle releva un coin pour me montrer ce qu'elle tenait. Ce n'était pas un bébé. C'était un petit squelette. Un squelette d'enfant, soigneusement enveloppé dans la couverture décolorée. J'ai crié. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et quand j'ai crié, elle a disparu. Elle s'est simplement évaporée comme de la fumée. Je suis descendu les escaliers en trébuchant, tombant presque plusieurs fois. Je suis arrivé au rez-de-chaussée où mon équipe travaillait toujours. « Nous devons partir !» ai-je crié. « Maintenant !» Ils m'ont regardé, alarmé par mon état. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ?» Je ne vais pas bien. Il y a quelque chose de très mauvais dans cet immeuble. Au 5e étage, appartement 5C. Nous devons appeler la police. Laura, calme-toi. Qu'as-tu vu ? Je leur ai tout raconté. La voix, la femme, le squelette. J'espérais qu'ils penseraient que j'étais folle, mais Diego et Marcos ont échangé un regard significatif. Nous devons te dire quelque chose, dit enfin Diego. Pendant que tu étais en haut, nous avons trouvé ceci. Il m'a montré un vieux journal qu'ils avaient trouvé parmi les décombres. Il était jauni, cassant, daté de juillet 1957. Le titre disait « Tragédie dans un immeuble de Cordon. Femme et bébé retrouvés morts ». J'ai lu l'article avec des mains tremblantes. Il racontait l'histoire d'une jeune femme, Maria Elena Suarez, âgée de 24 ans, qui vivait dans l'appartement 5C avec son mari et son bébé de 3 mois. Le mari, Roberto Suarez, avait été arrêté pour homicide. Selon l'article, Roberto souffrait de troubles délirants et était convaincu que sa femme et son bébé étaient possédés par des démons. Il les a enfermés dans l'appartement et a emporté la clé. Les voisins ont entendu des cris et des pleurs pendant des jours, mais Roberto leur a dit qu'ils étaient malades et avaient besoin de quarantaine. Lorsque la police est finalement entrée, une semaine plus tard, ils ont trouvé Maria Elena morte de déshydratation et de faim. Le bébé était mort quelques jours auparavant. Maria Elena l'avait continué à bercer, lui chantant, même après sa mort. Roberto a été envoyé dans un hôpital psychiatrique où il est mort des années plus tard. L'appartement 5C n'a jamais été reloué. Certains disaient que les voisins entendaient chanter pendant la nuit. D'autres disaient qu'ils voyaient une jeune femme regarder par la fenêtre tenant quelque chose dans ses bras. L'immeuble a commencé à se vider progressivement. Les gens ne voulaient plus y vivre. En 1990, le dernier locataire était parti et l'immeuble est resté abandonné. Nous devons ouvrir cet appartement, ai-je dit. Nous devons retrouver ses restes et lui offrir des funérailles appropriées. Nous avons appelé la police. Ils sont venus avec une équipe médico-légale. Ils ont forcé la porte de l'appartement 5C. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé l'histoire du journal. Dans la chambre principale, ils ont trouvé des restes humains. Un squelette adulte sur le lit, blotti en position fétale. Et dans ses bras, les petits restes d'un bébé. Ils étaient là depuis 66 ans, oubliés, piégés. L'affaire a été rouverte en tant qu'enquête historique. Les restes ont été identifiés grâce à des dossiers dentaires et d'autres documents trouvés dans l'appartement. Il s'agissait effectivement de Maria Elena Suarez et de son fils, Martin Suarez. Un enterrement approprié a été organisé. Une tombe commune au cimetière central de Montevideo. Quelques membres de la famille éloignés ont assisté. Des petits-neveux qui connaissaient à peine l'histoire. Moi aussi j'y suis allé. Je sentais que je devais le faire.
que je lui devais cela après notre rencontre. Pendant que les cercueils descendaient, j'ai ressenti quelque chose, une brise chaude sur ma joue, malgré que ce fût une journée sans vent. Et j'ai pu jurer que j'ai entendu un murmure. Merci. Après l'enterrement, le développeur a décidé d'annuler le projet. Il a dit que c'était pour des raisons financières, mais je connaissais la vérité. Le bâtiment avait une histoire sombre trop lourde. Trop de douleur imprégnée dans ses murs. Le bâtiment est toujours là, toujours abandonné, toujours évité par les passants. Mais maintenant, il y a une plaque à l'entrée. Une plaque que j'ai moi-même placée, avec l'autorisation des autorités. Elle dit « En mémoire de Maria Elena Suarez, 1933-1957, et de son fils Martin, 1957, que leur âme repose en paix. » Parfois, je passe par là, et le bâtiment semble différent maintenant, toujours abandonné, toujours délabré. Mais il ne dégage plus ce rejet, il ne semble plus hanté, il semble en paix, ou du moins, c'est ce que j'aime penser. Parce que l'autre option, que Maria Elena soit encore là, toujours à attendre, toujours à chanter pour son bébé, est trop triste à envisager. Depuis lors, j'ai travaillé sur de nombreux autres projets de restauration, mais je recherche toujours l'histoire complète avant de commencer. Parce que j'ai appris que les bâtiments ne sont pas seulement des structures de briques et de béton, ce sont des conteneurs de mémoire, de vie, de mort, d'histoires qui doivent parfois être racontées pour que les âmes puissent enfin reposer en paix. Et certaines histoires nécessitent plus que d'être racontées, elles doivent être honorées, rappelées, respectées. C'est la véritable restauration, pas seulement des bâtiments, mais de la dignité humaine. Voici tout ce que Laura a partagé avec moi. Elle m'a dit que cette expérience a complètement changé sa façon d'aborder son travail maintenant. Si vous avez déjà travaillé dans des endroits avec une histoire sombre, ou si vous avez vécu quelque chose qui vous a fait croire que certaines présences cherchent simplement la paix, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et perspectives. Je remercie tous ceux qui ont envoyé leurs histoires. Elles rendent cette chaîne possible. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à m'écrire. Chaque histoire mérite d'être entendue. Passez une bonne nuit et à la prochaine histoire. Abonné de la chaîne m'a partagé ce récit il y a quelques semaines. Elle préfère que je l'appelle simplement Daniel, et elle vit à Mexico. Ce elle m'a raconté sur l'année passée dans un certain appartement m'a laissé complètement perturbé. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu sentais que quelque chose n'allait pas, où l'atmosphère elle-même semblait chargée de quelque chose d'obscur, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont certains espaces semblent retenir des énergies ou des présences que nous ne pouvons pas expliquer. Voici maintenant l'histoire de Daniel et de l'appartement dans lequel elle, n'aurait jamais dû emménager. Un endroit où chaque nuit apportait quelque chose de nouveau, quelque chose de pire, jusqu'à ce elle comprenne enfin la terrible vérité. Je m'appelle Daniel, et je dois raconter cela parce que si je ne le fais pas, je sens que je vais devenir folle. Ce que j'ai vécu dans cet appartement a changé ma façon de voir le monde, a changé ma façon de dormir, a changé qui je suis. Cela s'est passé il y a 2 ans. J'avais 26 ans et je venais de décrocher un emploi décent dans une entreprise de marketing à Mexico. Je vivais avec mes parents à Naucalpan, mais le trajet jusqu'au travail durait presque 2 heures chaque jour. J'en avais assez de perdre 4 heures par jour dans la circulation, alors j'ai décidé de chercher un endroit où vivre seul, près de mon travail dans la Colonia Condesa. Le problème était mon budget. La Condesa n'est pas bon marché, et avec mon salaire d'entrée, je ne pouvais me permettre que quelque chose de très basique. J'ai cherché pendant des semaines sans trouver rien que je puisse payer. Puis j'ai trouvé l'annonce dans un groupe Facebook. Appartement en location Condesa, 4500 pesos par mois. Une chambre, salle de bain complète, cuisine intégrée, 4e étage, disponible immédiatement. Le prix était ridiculement bas pour la zone, pratiquement la moitié de ce que coûtaient d'autres endroits similaires. Je pensais qu'il devait y avoir un défaut grave, mais j'ai décidé de le voir quand même. Le bâtiment se trouvait dans une rue calme, bordée d'arbres. Magnifique. C'était un immeuble art déco des années 40, bien entretenu de l'extérieur. Le propriétaire, un monsieur d'une 60aine d'années nommé Don Ernesto, m'a accueilli à l'entrée. « Tu viens pour l'appartement du 4e étage ?»
a-t-il demandé avec une expression étrange. Ce n'était pas exactement désagréable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une mise en garde silencieuse que je n'ai pas su lire à ce moment-là. Oui, monsieur. J'ai vu l'annonce. Suivez-moi. Nous montâmes les escaliers. L'immeuble était calme. J'entendais la télévision dans certains appartements, des enfants jouant dans d'autres. Normal, ordinaire. Mais quand nous sommes arrivés au 4e étage, l'atmosphère a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. L'air semblait plus lourd, plus froid. Le couloir était plus sombre que les autres, bien qu'il ait les mêmes fenêtres. Il y avait 4 portes à cet étage. Don Ernesto s'est dirigé vers la dernière, celle du fond. Appartement 4D. C'est ici, dit-il, en sortant les clés. Les autres appartements de cet étage sont-ils occupés? Ai-je demandé. Non, ils sont vides. Pour l'instant. Il a ouvert la porte. L'appartement était petit, mais fonctionnel. Un salon salle à manger avec une cuisine intégrée, une chambre avec un placard encastré, une salle de bain complète. Il était meublé de façon basique. Un lit, un vieux canapé, une petite table, quelques étagères. Les murs étaient peints en blanc, bien que la peinture semble usée à certains endroits. J'avais une grande fenêtre dans le salon donnant sur la rue, avec une bonne lumière naturelle. La chambre avait une fenêtre plus petite, donnant sur une cour intérieure. « Pourquoi c'est si bon marché ?» ai-je demandé directement. Don Ernesto a soupiré. « Je vais être honnête avec toi parce que tu as l'air d'un bon garçon. Cet appartement a eu des problèmes pour garder des locataires. Les gens déménagent rapidement. 1 mois, 2 mois au maximum. Ils disent qu'ils entendent des choses, qu'ils se sentent mal à l'aise. Quel genre de choses entendent-ils? Des bruits, des pas, des voix, les plaintes habituelles. Je n'ai jamais rien expérimenté et je suis souvent entré pour faire des réparations. Je pense que ce n'est que l'imagination des gens. Ou les vieilles tuyaux. Cet immeuble a 80 ans. Il fait du bruit. Mais les gens ont peur facilement. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû écouter l'avertissement. Mais j'étais sceptique. Je ne croyais pas aux fantômes. Et j'avais désespérément besoin d'un endroit près du travail que je pouvais me permettre. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ai-je demandé. Don Ernesto hésita. Il y a de nombreuses années, dans les années 60, il y a eu un incident dans cet appartement. Un homme a tué sa femme ici, et puis il s'est suicidé. Mais cela remonte à plus de 50 ans. Je ne pense pas que cela ait de pertinence aujourd'hui. Un meurtre-suicide, bien sûr. Typique des appartements bon marché avec des histoires. Mais j'étais jeune, arrogant, rationnel. On n'allait pas m'effrayer avec de vieilles histoires. Je prends, ai-je dit. Don Ernesto acquiesça, bien que j'ai vu un éclat de quelque chose dans ses yeux. De la peine? De l'inquiétude? Très bien. J'ai besoin d'1 mois de dépôt et du 1er mois à payer d'avance. Pas de contrat à long terme, mois par mois. Tu peux partir quand tu veux. Nous avons signé l'accord le jour même. J'ai déménagé 1 semaine plus tard. Les 3 premiers jours ont été complètement normaux. J'ai installé mes vêtements, mes affaires. J'ai fait de l'appartement mon chez-moi. J'ai bien dormi. Je n'ai rien entendu d'étrange. J'ai commencé à penser que Don Ernesto avait raison, que les gens étaient simplement superstitieux. La 4e nuit, j'ai entendu le premier bruit. Il était passé minuit. J'étais au lit, presque endormi, quand j'ai entendu quelque chose venant du salon. Comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Un son râpeux, lent. Scrape, scrape, scrape. Je me suis assis sur le lit, maintenant complètement réveillé. Le son continuait. Mon cœur battait vite. J'ai pris mon téléphone et activé la lampe de poche. Je suis sorti lentement de la chambre et j'ai éclairé le salon. Il n'y avait rien, absolument rien. Le canapé était à sa place. La table ne s'était pas déplacée. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le son s'est arrêté au moment où je suis entré dans le salon. Probablement les voisins, pensais-je. Bien que je me sois souvenu que les autres appartements du 4e étage étaient vides, peut-être quelqu'un du 3e étage. Je suis retourné au lit et j'ai essayé de dormir. Mais le son est revenu 1 heure plus tard. Même son, même durée. Et il s'est arrêté au moment où j'ai allumé la lumière. Cela a duré 1 semaine. Chaque nuit. Toujours après minuit. Toujours le même son de quelque chose qui traîne. Et il s'arrêtait toujours quand j'allais enquêter. Mais je pouvais vivre avec ça.
C'était ennuyeux, mais tolérable. Ce n'était rien comparé à ce qui est venu après. La deuxième semaine, les sons ont changé. Ce n'était plus seulement quelque chose qui traîne. Maintenant, j'entendais des pas. Clairs, distincts. Quelqu'un marchant dans le salon quand j'étais dans la chambre. Ou marchant dans la chambre quand j'étais dans le salon. Et le plus perturbant, les pas s'arrêtaient juste devant les portes. Je pouvais les entendre s'approcher de plus en plus près, jusqu'à s'arrêter juste de l'autre côté de la porte. Comme si quelqu'un se tenait là, à écouter, à attendre. Une nuit, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte en la frappant lorsque les pas se sont arrêtés devant. Il n'y avait personne, mais l'air de l'autre côté était glacé, tellement froid que je pouvais voir mon propre souffle. Et il y avait une odeur douceâtre et pourrie, comme des fleurs fanées mêlées à quelque chose de mort. L'odeur a disparu après quelques secondes, et la température est revenue à la normale. J'ai commencé à dormir avec les lumières allumées, et avec de la musique ou des podcasts jouant sur mon téléphone, n'importe quoi pour remplir le silence. Parce que le silence, c'était quand j'entendais les choses. La troisième semaine, j'ai vu la première ombre. J'étais dans la salle, en train de regarder la télévision vers 11 heures du soir, quand quelque chose est passé devant l'écran. Une ombre, la forme d'une personne marchant entre moi et la télévision. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai éteint la télévision et je suis resté complètement immobile, à écouter. Rien. Silence total. Puis je l'ai aperçu du coin de l'œil, dans le couloir qui reliait le salon à la chambre. Une silhouette sombre, debout, immobile, juste là, me regardant. J'ai tourné la tête pour la voir directement et elle a disparu. Ma respiration était rapide, superficielle. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler quelqu'un. Mais à qui? À la police? Et leur dire quoi? Que j'ai vu une ombre. Je me suis forcé à marcher vers la chambre. Je devais passer par ce couloir. Chaque pas était une agonie. Chaque cellule de mon corps criait de courir dans la direction opposée. Mais je suis arrivé à la chambre. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée avec le verrou, et me suis glissé sous la couverture comme un enfant effrayé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, avec la lumière du jour filtrant par les fenêtres, tout semblait absurde, ridicule. Je laissais mon imagination me contrôler. J'avais besoin d'être rationnel, mais la rationalité n'explique pas ce qui s'est passé la 4e semaine. Je suis rentré chez moi après le travail, fatigué, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Tous les meubles du salon avaient été déplacés. Le canapé, qui était contre le mur, était maintenant au centre de la pièce. La table avait été déplacée dans le coin. Les étagères étaient retournées vers le mur. Et au centre du sol, soigneusement disposés, il y avait des objets de ma chambre. Mes vêtements, mes livres, mes photos de famille, tout formant un cercle parfait. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone pour prendre des photos. Une preuve. J'avais besoin de preuves que cela se passait vraiment. J'ai appelé Don Ernesto. Don Ernesto, quelqu'un est entré dans mon appartement. Tout a été déplacé. Vous avez une autre clé? Avez-vous laissé entrer quelqu'un? Quoi? Non, Daniel. Personne n'a de clé sauf toi et moi. Et je n'ai pas été près de l'immeuble depuis 2 jours. Tu es sûr? Je le regarde en ce moment même. Quelqu'un a déplacé mes affaires. Il y eut une longue pause. Daniel. Peut-être est-il temps que tu envisages de déménager. Quoi? Non, j'ai besoin que tu viennes ici. J'ai besoin que tu changes la serrure. Quelqu'un a accès à mon appartement. Je changerai la serrure demain. Mais Daniel, écoute-moi. Cet appartement, il y a quelque chose de mauvais. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai vu trop de locataires partir effrayés. Tu as l'air d'un bon garçon. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Une autre pause. Le dernier locataire avant toi est resté 6 semaines. Quand il est parti, il était différent, maigre, effrayé. Il a dit que quelque chose dans l'appartement essayait de communiquer avec lui. Que chaque nuit, les choses empiraient. Qu'il sentait que quelque chose voulait qu'il fasse quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Il a déménagé et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mais sa famille est venue récupérer ses affaires parce qu'il ne voulait même pas revenir pour ça. Cette nuit-là, je ne suis pas resté dans l'appartement. Je suis allé dans un hôtel bon marché près de mon bureau. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de décider quoi faire. Je pouvais déménager, perdre le dépôt, le mois payé d'avance, chercher un autre endroit. Où je pouvais rester, affronter ce qui se passait.
J'ai décidé de rester, je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être par orgueil ou par stupidité. Probablement les deux. Le lendemain, M. Ernesto a changé la serrure. Nouvelle serrure. Nouvelle clé. Juste 2 copies, une pour moi, une pour lui. Je me suis senti un peu mieux, plus en sécurité. Mais cette nuit-là, en rentrant chez moi, tous les meubles avaient été déplacés encore une fois. Exactement de la même manière. Cercle d'objets au centre, tout identique à la veille. La nouvelle serrure n'avait servi à rien. Ce fut la nuit où j'ai décidé d'enquêter. J'ai cherché sur Internet à propos de l'immeuble, de l'appartement 4D, du meurtre-suicide des années 60. J'ai trouvé un article de journal de 1967. L'histoire était pire que ce que Don Ernesto m'avait raconté. Roberto Salazar, âgé de 32 ans, avait tué sa femme Marina dans l'appartement 4D. Mais il n'avait pas été rapide. Selon l'article, il l'avait maintenue captive pendant 3 jours, la torturant psychologiquement, la déplaçant d'une pièce à l'autre, l'obligeant à participer à des rituels que l'article ne précisait pas. Les voisins avaient entendu des cris, mais avaient supposé qu'il s'agissait d'une dispute conjugale. Personne n'avait appelé la police. Personne n'était intervenu. Au 4e jour, Roberto l'avait étranglé. Puis il s'était pendu à la poutre du plafond du salon. Ils l'ont trouvé une semaine plus tard lorsque les voisins ont remarqué l'odeur. Mais il y avait quelque chose de plus dans l'article. Un détail qui m'a fait vomir. Roberto avait laissé une note. Une seule ligne écrite avec son propre sang sur le mur de la pièce. Maintenant je comprends. Maintenant je suis libre. Ceux qui viendront après comprendront aussi. Que signifia cela? Comprendre quoi? Ce soir-là, j'ai décidé de rester éveillé. Complètement éveillé. Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais affronter ce qu'il y avait dans cet appartement. Je me suis assis sur le canapé avec toutes les lumières allumées. Un café dans une main, mon téléphone enregistrant une vidéo dans l'autre. Minuit est passé sans incident. 1 heure du matin. 2 heures. À 3 heures du matin, les lumières ont commencé à clignoter. Allumées. Éteintes. Allumées. Éteintes. Et puis, elles se sont toutes éteintes en même temps. Obscurité totale. Mon téléphone est mort. Alors qu'il avait une batterie pleine, il s'est simplement éteint. Et dans l'obscurité, j'ai entendu une voix. Elle ne venait d'aucune direction précise. C'était comme si elle venait de partout en même temps, ou de l'intérieur de ma propre tête. C'était une voix masculine, tranquille, presque amicale. Enfin, tu es prêt à écouter. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était fermée par la peur. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu as peur. Tout le monde a peur au début. Mais la peur passe. Et puis vient la compréhension. Qu'es-tu? Ai-je réussi à demander d'une voix tremblante. J'étais Roberto, avant. Mais maintenant je suis plus que ça. Maintenant je fais partie de cet endroit. Partie de ces murs. Partie de sa mémoire. Que veux-tu de moi? Je veux que tu comprennes ce que j'ai compris. Je veux que tu vois ce que j'ai vu. Il y a des choses au-delà du voile. Des choses que la majorité ne verra jamais. Mais cet endroit, cet appartement, est mince ici. Le voile est mince. Et tu peux voir à travers. Je ne veux rien voir. Je veux juste que tu me laisses en paix. Un rire, doux, presque triste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as déjà commencé à voir. Les ombres, les sons, les mouvements. Chaque nuit, tu verras plus. Chaque nuit, le voile deviendra plus mince. Jusqu'à ce qu'enfin, une nuit, tu le traverses complètement. Et alors tu comprendras, comme j'ai compris. Qu'as-tu fait à ta femme? Je lui ai montré la vérité. Elle ne voulait pas la voir, elle s'est battue. Elle a crié. Mais à la fin, juste avant la fin, elle aussi l'a vu. J'ai vu dans ses yeux qu'elle avait enfin compris. Et j'ai ressenti la paix en sachant qu'elle ne mourrait pas dans l'ignorance. Tu es malade. Tu es un monstre. Je suis un messager. Et tu seras le prochain. Ou tu partiras et passeras le reste de ta vie à te demander ce qu'il y avait de l'autre côté. Le choix t'appartient. Les lumières se sont allumées brusquement. L'appartement était exactement comme avant. Mon téléphone s'est mis à vibrer, affichant 3h33 du matin.
Je me suis levé du canapé, j'ai pris mon ordinateur portable, mon téléphone, mon portefeuille et mes clés. Je n'ai rien emballé d'autre. Je suis simplement sorti. Je courus dans les escaliers, sorti de l'immeuble dans la rue silencieuse à 3 heures du matin. Je courus jusqu'à trouver une rue plus fréquentée. Je m'assis à un arrêt de bus sous la lumière brillante d'un lampadaire jusqu'à l'aube. Je ne suis jamais retourné à l'appartement 4D. Le lendemain, j'appelai Don Ernesto et lui dis que je gardais le dépôt, mes affaires, tout. Je ne voulais rien de cet endroit. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mes affaires, j'ai perdu un mois de ma vie, mais j'ai sauvé quelque chose de plus important. J'ai sauvé ma santé mentale et peut-être ma vie, car maintenant je comprends ce qui est arrivé à Marina. Je comprends ce qui est arrivé aux anciens locataires qui ont duré peu. Et je comprends ce qui est arrivé au dernier locataire qui est parti émacié et effrayé. Cet appartement n'est pas simplement hanté, c'est un piège. Un endroit où le voile entre notre monde et quelque chose de plus est dangereusement mince. Et quelque chose de l'autre côté, Roberto, ou ce qu'il en reste, essaie de faire en sorte que les gens traversent. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne veux pas le savoir. Maintenant, je vis avec un colocataire dans un appartement normal, loin de la Condessa. Je dors avec les lumières allumées certains soirs. J'évite d'être seul dans des endroits trop silencieux. Et je ne cherche jamais des appartements suspectement bon marché. Parce que maintenant je sais que certains endroits sont bon marché pour une raison. Et cette raison, c'est que quelque chose y vit. Quelque chose qui veut de la compagnie. Quelque chose qui veut montrer à quelqu'un ce qu'il a vu. Quelque chose qui attend patiemment que le prochain locataire arrive. Le prochain qui soit assez désespéré, assez sceptique ou assez idiot pour ignorer les avertissements, comme j'ai failli l'être. Et c'est ainsi que se termine l'histoire que Daniel a partagée avec moi. Il m'a dit qu'il fait encore des cauchemars à propos de cet appartement, qu'il se réveille parfois en pensant entendre ses pas. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu avais l'impression qu'il voulait quelque chose de toi, ou si tu as dû fuir un foyer pour des raisons que d'autres ne comprendraient pas, laisse-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul dans ces expériences. Parfois, la décision la plus courageuse est simplement de partir, sans regarder en arrière. Prends soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve dans la prochaine histoire. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valeria qui vit à Medellín, en Colombie. Ce qu'elle m'a raconté sur les premiers mois de vie de sa fille m'a profondément troublé, car cela ressemble exactement à quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quelle jeune famille. Si vous êtes père ou mère et que vous avez remarqué des choses étranges sur le moniteur de votre bébé, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer facilement, laissez un commentaire. Avant de commencer, si ces histoires vous captivent et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Voici maintenant l'histoire de Valeria et ce qu'elle a découvert en visitant la chambre de sa fille chaque nuit. Je m'appelle Valeria, j'ai 31 ans et je dois raconter cela parce que je le garde depuis 2 ans et je sens que cela me consume de l'intérieur. Mon mari Andrés et moi n'en parlons pas. Nous faisons simplement semblant que cela n'est jamais arrivé. Mais ça a eu lieu. Et si je ne le raconte pas, je pense que je vais devenir folle. Tout a commencé en mars 2022. Notre fille Emma venait de naître. C'était notre premier bébé et comme tout parent débutant, nous avions peur de faire une erreur. Nous avons lu tous les livres, pris tous les cours, acheté tout ce que l'on disait nécessaire. Une de ces choses était un moniteur pour bébé de dernière génération. Ce n'était pas un de ces anciens moniteurs qui ne transmettent que le son. Celui-ci avait une caméra haute définition, vision nocturne, capteur de température, détecteur de mouvement, et vous pouviez le voir depuis votre téléphone via une application. Il a coûté près d'1 million de pesos, mais nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour Emma. Nous avons installé la caméra dans le coin de sa chambre, pointant directement vers son berceau. L'image était cristalline, même dans l'obscurité totale. On pouvait voir chaque détail, son petit visage, ses petites mains, et même compter ses respirations. Les premières semaines ont été épuisantes, comme c'est le cas pour tout nouveau parent. Emma pleurait toutes les 2 ou 3 heures. Elle avait besoin d'être nourrie, changée, consolée. Andrés et moi prenions le relais.
Il travaillait pendant la journée, donc je m'occupais principalement des nuits. Je vérifiais constamment le moniteur, même quand elle dormait, juste pour m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité. Mais vers la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'application du moniteur avait une fonction d'enregistrement. Elle enregistrait des clips vidéo chaque fois qu'elle détectait du mouvement ou du son. Je regardais ces clips chaque matin, juste pour voir comment Emma avait dormi pendant les périodes où moi aussi je dormais. Une matinée, en revoyant les clips de la veille, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter. Il était 3h17 du matin. Emma dormait dans son berceau. Tout était normal. Mais dans le coin de la vidéo, près de la porte de la chambre, il y avait une ombre. Ce n'était pas une ombre normale causée par la lumière nocturne ou par des objets dans la pièce. C'était une ombre avec une forme. La forme d'une personne debout. J'ai mis la vidéo en pause et agrandi l'image. La qualité est un peu pixelisée, mais cela ressemblait définitivement à la silhouette de quelqu'un. Grand, mince, debout, complètement immobile, près de la porte. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'Andrés. Peut-être était-il entré pour vérifier Emma et je ne l'avais pas entendu. « Amour, tu es entré dans la chambre d'Emma hier soir vers 3h ?» lui ai-je demandé pendant le petit déjeuner. « Non, j'ai dormi toute la nuit. C'était l'une des rares nuits où Emma n'a pas pleuré. » Pourquoi ? Je pense que le moniteur a capté quelque chose d'étrange. Probablement juste une ombre étrange ou un reflet. Andrés a vérifié la vidéo. C'est rare, admis, mais c'est probablement simplement la façon dont la lumière nocturne projette des ombres. Ou peut-être que le capteur de la caméra a mal capté quelque chose. Ces caméras ont parfois des défauts. Cela avait du sens. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Mais l'ombre est réapparue la nuit suivante. Même endroit, même heure. 3h17 du matin. Et la nuit d'après, et celle d'encore après. Chaque nuit, à exactement 3h17 du matin, l'ombre apparaissait dans le coin de la vidéo. Toujours au même endroit. Toujours avec la même forme. Toujours complètement immobile. Emma ne semblait jamais perturbée par cela. Elle dormait paisiblement. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle dormait simplement pendant que cette ombre était là. Après une semaine à voir cela toutes les nuits, j'ai montré à Andrés tous les clips. Regarde, ce n'est pas juste une nuit, c'est toutes les nuits, exactement à la même heure. Comment expliques-tu cela ? Andrés fronça les sourcils. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la pièce qui bouge avec l'air du ventilateur à cette heure-là. Ou peut-être que c'est un défaut du logiciel qui insère la même anomalie à la même heure. Nous devrions contacter le fabricant. Mais je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de différent dans cette ombre. La façon dont elle apparaissait si parfaitement formée. La façon dont elle semblait regarder directement le berceau. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller le moniteur en temps réel. Je voulais voir si l'ombre apparaissait quand je regardais activement, pas seulement dans les enregistrements. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone à la main, regardant la transmission en direct du moniteur. Andrés dormait à mes côtés. Il était 3h du matin, 3h10. Emma dormait paisiblement. La chambre était vide à l'exception d'elle. 3h15. Tout était pareil. J'ai commencé à penser que peut-être Andrés avait raison. Peut-être que c'était juste un problème de logiciel qui n'affectait que les enregistrements. 3h17. L'ombre est apparue. Pas progressivement. Elle ne s'est pas formée lentement. Elle était simplement là soudainement. Une seconde, le coin était vide. La suivante, une silhouette sombre se tenait là. Mon cœur a commencé à battre sauvagement. J'ai regardé l'écran avec de grands yeux. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, comme une statue sombre. Et alors, elle a fait quelque chose qui a glacé mon sang. La silhouette a tourné sa tête, lentement, et a regardé directement la caméra. Elle n'avait pas de visage. Elle n'avait pas de traits. C'était juste une silhouette sombre. Mais d'une manière impossible à expliquer, j'ai su qu'elle me regardait, à travers la caméra, à travers le téléphone, directement vers moi. J'ai poussé un cri étouffé et j'ai laissé tomber le téléphone. Andrés s'est réveillé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'ombre, je l'ai vue.
Elle regardait. Je ne pouvais pas former de phrases cohérentes. Andrés a saisi mon téléphone par terre. L'écran affichait le moniteur. Le coin était vide. L'ombre était partie. Emma dormait toujours. Valeria, il n'y a rien là-bas. J'étais là. Je l'ai vue. Elle m'a regardé. Tu es épuisé. Tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Ton esprit te joue des tours. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je tellement épuisé que je hallucinais. Mais ce que j'ai vu semblait si réel, si terriblement réel. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'enregistrement de cette nuit-là. L'ombre apparaissait à 3h17, comme toujours. Mais sur l'enregistrement, elle ne tournait pas la tête. Elle était simplement là, immobile, pendant environ 2 minutes avant de disparaître. Avais-je imaginé qu'elle m'avait regardé? Ou l'enregistrement n'a-t-il pas capturé ce moment? Je ne le savais pas. Mais j'ai décidé de faire quelque chose. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, je suis entré physiquement dans la chambre d'Emma. S'il y avait quelque chose là-bas, je le verrais de mes propres yeux. Je me suis tenu près du berceau, regardant Emma dormir. Mon téléphone était dans ma main, affichant la transmission en direct du moniteur. Je pouvais me voir moi-même à l'écran, debout à côté du berceau. 3h17 du matin. J'ai ressenti un changement dans la pièce. La température a chuté, pas progressivement mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Je pouvais voir mon souffle, et alors je l'ai senti. Une présence, juste derrière moi. Chaque instinct me criait de ne pas regarder, de sortir en courant de la pièce. Mais je devais savoir. Je devais voir. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne là. La pièce était vide. Juste moi et Emma. Mais j'ai regardé mon téléphone, la diffusion en direct du moniteur. Sur l'écran, il y avait quelqu'un debout derrière moi. Une silhouette haute, sombre, sans trait défini. Debout à moins d'1 mètre de mon dos. Si près que je devrais pouvoir sentir sa respiration. Mais quand je regardais la pièce réelle de mes propres yeux, il n'y avait rien. Elle n'existait que dans la caméra. Je suis sorti de la pièce en marchant en arrière, sans détourner le regard de l'espace vide derrière moi. Quand j'ai franchi le seuil de la porte, la température est instantanément revenue à la normale. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, tremblant. J'ai regardé mon téléphone. Sur l'écran du moniteur, la silhouette était toujours dans la chambre d'Emma. Elle était maintenant debout, juste à côté du berceau, regardant mon bébé endormi en bas. J'ai brusquement ouvert la porte et allumé la lumière de la pièce. Emma se réveilla immédiatement, clignant des yeux à cause de la lumière soudaine. Elle commence à pleurer, mais la pièce était vide. Quand j'ai regardé le moniteur, la silhouette avait disparu. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain matin, j'ai appelé un prêtre. Le père Miguel est venu à la maison cet après-midi-là. C'était un homme âgé, d'environ 60 ans, qui avait été prêtre dans notre paroisse pendant des décennies. Je lui ai tout raconté. J'espérais qu'il penserait que j'étais folle, mais il ne l'a pas fait. « Tu n'es pas la première personne à me raconter quelque chose comme ça, » dit-il sérieusement. Les moniteurs pour bébés modernes, les caméras de sécurité, captent parfois des choses qui existent sur des fréquences que nos yeux ne peuvent pas voir normalement, mais que les caméras peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Essaye-t-elle de faire du mal à mon bébé? Je ne suis pas sûr, mais je vais bénir ta maison, en particulier la chambre de ta fille, et je vais te donner quelque chose. Il m'a remis un petit chapelet. Accroche ceci au berceau d'Emma, et prie, tous les jours, pour la protection. Le père Miguel bénit toute la maison, en prêtant une attention particulière à la chambre d'Emma. Il aspergea de l'eau bénite dans chaque coin, récita des prières en latin, et plaça une petite médaille de Saint-Michel au-dessus du berceau. Maintenant, il y a autre chose que tu dois faire, dit-il. Cette caméra, tu dois la déplacer. La déplacer? Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne capte pas quelque chose qui est là. Je crois qu'elle sert de portail, comme une fenêtre, permettant à quelque chose de regarder à l'intérieur. Et plus tu regardes, plus la connexion devient forte. Mais j'ai besoin du moniteur. Comment saurais-je si Emma va bien? Utilise uniquement l'audio, ou procure-toi un autre moniteur, plus simple. Mais cette caméra spécifique, à cet endroit précis, crée une porte, et quelque chose l'utilise. Je ne voulais pas le croire. Cela semblait trop absurde, trop surnaturel. Mais cette nuit-là, j'ai suivi son conseil. J'ai débranché le moniteur avec la caméra et je l'ai rangé dans un placard.
J'ai acheté un moniteur audio simple dans une pharmacie voisine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans voir d'ombre sur aucun écran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, je nettoyais et j'ai décidé de vérifier le moniteur débranché que j'avais rangé. Je voulais voir si je pouvais peut-être le vendre ou le rendre. Je l'ai sorti du placard et, par curiosité, je l'ai branché. L'application sur mon téléphone s'est connectée automatiquement. La caméra était toujours à l'endroit où je l'avais laissée, pointant vers le coin du placard. Elle ne montrait que des vêtements suspendus et des boîtes. Mais l'application indiquait qu'il y avait de nouveaux enregistrements. Des 3 dernières nuits, même étant débranché. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les enregistrements. Chacun montrait la même chose, une obscurité totale, comme si la caméra était dans un endroit complètement noir. Mais on pouvait entendre du son, une respiration lourde, et de temps en temps, une voix, murmurant si bas qu'on pouvait à peine l'entendre. J'ai augmenté le volume autant que possible, et j'ai approché mon oreille du téléphone. La voix chuchotait « Laisse-moi revenir. Laisse-moi revenir. J'en ai besoin. Laisse-moi revenir. » Encore et encore. Pendant des heures, à chaque enregistrement. J'ai crié et lancé le moniteur contre le mur. Il s'est brisé en morceaux. J'ai pris chaque fragment, les ai mis dans un sac poubelle et les ai jetés dans une benne à ordures publique à 3 pâtés de maison de chez moi. Je n'ai jamais parlé à Andrés de ces enregistrements finaux. Je lui ai simplement dit que le moniteur était endommagé et qu'il ne valait pas la peine de le réparer. Cela fait 2 ans depuis. Emma a maintenant 2 ans et 3 mois. C'est une fille saine, heureuse, normale. Elle n'utilise jamais sa chambre d'origine. Depuis qu'elle a 4 mois, elle dort dans une pièce différente que nous avons aménagée pour elle. Sa chambre d'origine est fermée. Nous n'y entrons jamais. Officiellement, nous avons dit à la famille que nous l'utilisons comme stockage. Mais en réalité, nous ne pouvons tout simplement pas. Parce qu'encore maintenant, parfois, lorsque je passe devant cette porte fermée tard dans la nuit, je peux entendre quelque chose de l'autre côté. Respiration, douce, lourde, comme quelqu'un attendant patiemment. Et lors des nuits les plus silencieuses, lorsqu'Emma dort profondément dans sa nouvelle chambre et qu'Andrés dort aussi, je jure que je peux entendre cette voix chuchotant derrière la porte fermée. « Laisse-moi revenir. J'en ai besoin. Laisse-moi revenir. » Je n'utiliserai plus jamais de moniteur avec caméra. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. Et quand Emma sera assez grande, nous déménagerons de cette maison. Parce que j'ai appris quelque chose d'effrayant. Il y a des choses qui existent dans les espaces entre le visible et l'invisible. Et parfois, la technologie que nous créons pour nous sentir plus en sécurité est exactement ce qui leur donne une façon d'entrer. Le père Miguel avait raison. La caméra ne captait pas quelque chose qui était déjà là. Elle invitait quelque chose à entrer. Et une fois que vous donnez une invitation, une fois que vous ouvrez cette porte, même d'une petite fissure, il est presque impossible de la refermer complètement. La seule chose que vous pouvez faire est de vous éloigner. Fermez cette pièce, tenir votre famille à distance et prier pour que ce que vous avez laissé piéger là-bas ne trouve pas d'autre moyen de sortir. Voici le témoignage de Valeria. Elle m'a dit qu'écrire cela l'a un peu aidée, même si elle vit toujours avec la peur qu'un jour, ils devront faire face à ce qu'ils ont laissé enfermé dans cette pièce. Si vous avez déjà remarqué des choses étranges sur des moniteurs pour bébés, des caméras de sécurité ou tout autre dispositif qui vous permet de voir des espaces à distance, laissez-le dans les commentaires. Parfois, la technologie capte plus que ce que nous voulons voir. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous et à la prochaine histoire. Reposez-vous bien. Cette histoire m'a été envoyée par Carlos, un abonné de la chaîne qui vit dans un petit village de la montagne. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai ressenti un frisson qui m'accompagne encore. Si toi aussi tu as vécu quelque chose d'inexplicable et que tu aimerais que je le partage ici, laisse-le dans les commentaires ou envoie-le moi directement. J'adore lire chacune de vos expériences. Maintenant, laisse-moi te raconter ce que Carlos a vécu il y a 7 ans, quand il a hérité de la maison de sa grand-mère dans les montagnes. Ce qui a commencé comme une simple formalité familiale est devenu quelque chose qui changerait à jamais sa perception de la réalité. Je n'ai jamais cru au surnaturel.
Toute ma vie, j'ai été de ces personnes qui cherchent des explications logiques à tout, qui rient quand quelqu'un mentionne des fantômes ou des esprits. Je suppose que c'est pourquoi ce qui m'est arrivé a été encore plus dévastateur. Parce que quand ton monde rationnel se brise soudainement, il ne reste rien à quoi s'accrocher. Tout a commencé en mars 2018, lorsque j'ai reçu l'appel de mon oncle Rodrigo, m'informant que ma grand-mère Esperanza était décédée. Ce n'était pas une surprise, elle était malade depuis des mois et nous savions tous que ce n'était qu'une question de temps. Ce qui m'a surpris, c'est de découvrir qu'elle m'avait laissé sa maison en héritage. Une vieille construction en adobe dans un village appelé San Miguel del Monte, perdu dans un coin de la montagne qui n'apparaissait à peine sur les cartes. Je n'avais pas visité cet endroit depuis que j'étais enfant, peut-être il y a une vingtaine d'années. Je me souvenais vaguement d'une grande maison entourée d'arbres, de l'odeur de bois brûlé, et de ma grand-mère préparant des tortillas sur un comal en argile. Mais ces souvenirs étaient flous, teintés par la nostalgie de l'enfance. J'ai décidé d'aller la voir avant de la mettre en vente. Je travaillais comme comptable en ville, et je n'avais aucun intérêt à déménager dans un village où la connexion Internet était probablement un luxe. Mais je sentais que je devais à ma grand-mère au moins lui rendre visite une dernière fois, trier ses affaires, fermer ce chapitre de manière appropriée. Le voyage a duré presque 6 heures. Au fur et à mesure que je m'éloignais de la ville, les routes devenaient plus étroites et sinueuses. Les 50 derniers kilomètres se faisaient sur un chemin de terre qui serpentait entre des montagnes couvertes de pins et de chênes. Le GPS avait perdu le signal depuis un moment, alors j'ai dû me fier aux indications que mon oncle m'avait données par téléphone. San Miguel del Monte s'est avéré être même plus petit que ce que j'imaginais. Peut-être 50 maisons dispersées autour d'une place avec une église coloniale et quelques magasins. Les gens dans la rue me regardaient avec ce mélange de curiosité et de méfiance que les petits villages réservent aux étrangers. Bien que techniquement je ne sois pas un étranger, ma grand-mère y avait vécu toute sa vie et ma mère était née dans cette même maison avant de déménager en ville. J'ai trouvé la propriété à la périphérie du village, au bout d'un chemin de terre qui s'enfonçait dans la forêt. La maison est apparue entre les arbres comme un fantôme du passé. Des murs en adobe blanchis par le temps, un toit en tuiles rouges couvert de mousse, des fenêtres en bois avec des volets fermés. Un portail en fer rouillé marquait l'entrée d'un jardin envahi par les mauvaises herbes. J'ai garé ma voiture et je suis resté un moment assis, observant. Le silence était absolu, à peine troublé par le vent entre les branches et le chant lointain d'un oiseau. Il y avait quelque chose dans ce silence qui me mettait mal à l'aise, bien que je ne saurais dire exactement quoi. La clé que mon oncle m'avait donnée a tourné avec difficulté dans la serrure. La porte principale s'est ouverte avec un long grincement, libérant une bouffée d'air vicié qui sentait l'humidité et des années d'enfermement. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. Il n'y avait pas d'électricité et je suis entré. L'intérieur était sombre malgré le fait qu'il soit midi. La peu de lumière qui filtrait par les fentes des volets révélait des meubles recouverts de draps blancs, comme des fantômes immobiles. La poussière flottait dans les rayons de lumière, dense comme un brouillard. Mes pas sur le sol en carreaux rouges résonnaient étrangement, comme si la maison était plus grande qu'elle ne paraissait de l'extérieur. Je parcourus les pièces lentement. Le salon avec sa cheminée en pierre, la salle à manger avec une longue table en bois sombre, la cuisine avec son vieux poêle à bois. Tout était exactement comme je m'en souvenais enfant, figé dans le temps. Sur les murs pendaient des photographies dans des cadres rouillés, ma grand-mère jeune, mon grand-père qui est mort avant ma naissance, ma mère enfant avec des nattes, des photographies de saints et de vierges. Je suis monté au 2e étage par un escalier en bois qui craquait sous mon poids. Il y avait 4 chambres. 3 étaient presque vides, avec à peine un lit et une armoire. La chambre, au bout du couloir, était clairement celle que ma grand-mère avait utilisée jusqu'à la fin. Son odeur y restait, un mélange de lavande, de bougies, et cette odeur indéfinissable de la vieillesse. Je me suis assis au bord de son lit, ressentant le poids de la tristesse pour la première fois depuis sa mort. J'avais été si occupé avec les démarches et le travail que je ne m'étais pas vraiment permis de traiter la perte. Mais là, dans sa chambre, entourée de ses affaires, cela m'a finalement frappé. Elle n'était plus là. Je ne la reverrai jamais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Le soleil commençait à se coucher quand je me suis finalement levé, et j'ai décidé qu'il était temps d'aller au village chercher un endroit où rester. Il n'y avait aucune chance que je passe la nuit dans cette maison sans électricité ni eau courante. Demain, je reviendrai à la lumière du jour pour commencer à tout ranger. Mais quand je suis descendu les escaliers, quelque chose m'a fait m'arrêter. Un bruit.
Léger, presque imperceptible, mais définitivement là, comme des pas traînants au rez-de-chaussée. Je suis resté immobile au milieu des escaliers, retenant ma respiration, tendant l'oreille. Silence. Je me suis moqué nerveusement de moi-même. C'était probablement un animal qui était entré dans la maison pendant les mois où elle était abandonnée. Des rats, peut-être. Ou le vent déplaçant quelque chose. J'ai continué à descendre, mais mes sens étaient maintenant en alerte maximale. Le salon avait l'air différent, plus sombre, bien que la lumière n'ait pas changé. Les draps sur les meubles semblèrent des formes plus sinistres dans la pénombre croissante. Je me suis précipité vers la porte de sortie, soudainement anxieux de quitter cet endroit. C'est alors que je l'ai vu, sur la table de la salle à manger qui jurait être vide quand je suis passé par là il y a un moment, il y avait quelque chose. Je me suis approché lentement, le cœur s'accélérant. C'était un petit objet, enveloppé dans un chiffon rouge. Je l'ai pris avec des mains tremblantes et je l'ai déballé. Une poupée. Ou plutôt une figure grossière faite à la main avec du tissu et remplie de quelque chose qui craquait au toucher. Elle mesurait environ 20 cm de haut, avec des bras et des jambes en tissu, et le plus perturbant, des cheveux humains cousus à une tête sans visage. Des cheveux longs, noirs, que j'ai immédiatement reconnus. Ils étaient identiques aux miens. L'objet est tombé de mes mains comme s'il brûlait. Mon esprit rationnel cherchait des explications. Peut-être était-ce quelque chose que ma grand-mère avait fait des années auparavant, un vieux jouet. Mais pourquoi était-il sur la table? Pourquoi ne l'avais-je pas vu avant? Et alors j'ai entendu la voix. C'était à peine un murmure, si bas que j'ai d'abord pensé que je l'avais imaginé. Mais ensuite, c'est revenu, plus clair cette fois. Une voix de femme, âgée, qui venait de quelque part au fond de la maison. Carlos, mon nom. Quelqu'un avait murmuré mon nom. Je suis sorti en courant. Je n'ai pas honte de l'admettre. J'ai quitté cette maison comme si le diable me poursuivait, trébuchant sur mes propres pieds, sans regarder en arrière jusqu'à être dans ma voiture avec les portes fermées. J'ai démarré le moteur avec des mains tremblantes et j'ai conduit de retour au village sans me soucier des nids de poules sur la route. J'ai trouvé une petite auberge près de la place. La propriétaire, une femme d'environ 60 ans nommée Lucia, m'a regardé avec curiosité quand elle m'a vu arriver si agitée. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une chambre, et elle a hoché la tête sans poser de questions, bien que ses yeux révélaient qu'elle savait plus qu'elle ne le disait. Cette nuit-là, allongé sur le lit de l'auberge, j'ai essayé de me convaincre que tout n'était que le produit de mon imagination. Le stress du deuil, la fatigue du voyage, la suggestion d'être dans une vieille maison abandonnée. Demain, je reviendrai à la lumière du jour, et tout aurait du sens. Mais je ne pouvais pas me sortir de la tête cette poupée, et cette voix. Mon nom murmuré dans le vide. Le lendemain matin, après un petit déjeuner dans la salle à manger de l'auberge, Lucia s'est assise en face de moi avec une tasse de café. « Tu es allé chez Doña Esperanza », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, me demandant comment elle le savait. Petit village, ai-je supposé. Tout le monde sait tout. « As-tu vu quelque chose d'étrange » demanda-t-il d'un ton qui me donna des frissons. J'hésitais, mais quelque chose dans son regard me poussa à être honnête. Je lui racontais au sujet de la poupée, de la voix. J'espérais qu'il se moquerait, qu'il me dirait que j'étais fou. Mais au lieu de cela, son expression devint grave. « Ta grand-mère » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, était une femme spéciale. Elle avait des dons que la plupart des gens ne comprenaient pas. Elle pouvait voir des choses, savoir des choses. Et elle pouvait aussi protéger. Protéger de quoi? Demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas connaître la réponse. Lucia regarda autour, comme si elle craignait que quelqu'un puisse écouter. La salle à manger était vide, sauf pour nous. Il y a quelque chose dans cette maison, Carlos. Quelque chose que ta grand-mère a gardé enfermé pendant de nombreuses années. Elle me l'a dit une fois, peu avant de tomber malade. Elle m'a dit que quand elle mourrait, la protection s'affaiblirait. Elle m'a dit... Elle fit une pause, ses yeux brillants de larmes non versées. Elle m'a dit que si quelqu'un de la famille revenait, il serait en danger. Je sentis un froid parcourir ma colonne vertébrale. Quel genre de danger? Ta grand-mère ne m'a jamais donné de détails. Elle a juste dit qu'elle avait fait un pacte il y a longtemps, quand elle était jeune. Un pacte pour protéger sa famille, mais qui exigeait d'elle de garder quelque chose enfermé dans cette maison. Quelque chose qui ne pouvait pas être libéré. Je voulais rire. Je voulais lui dire que c'était ridicule, une superstition de village. Mais le souvenir de cette voix murmurant mon nom, de la poupée avec mes cheveux, me gardait silencieux. « Que dois-je faire » demandai-je finalement.
Vends la maison, fais-le rapidement et ne reviens jamais. Oublie-la. » Lucia se leva, mettant fin à la conversation. Avant de partir, elle ajouta: « Ta grand-mère t'aimait, Carlos. C'est pourquoi elle t'a laissé la maison à toi et non à d'autres membres de la famille. Elle savait que tu pourrais gérer cela. Mais pour gérer quelque chose, tu dois d'abord comprendre ce que c'est. » Ces mots résonnaient dans mon esprit toute la journée. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû chercher un acheteur immédiatement et quitter ce village. Mais la curiosité, cette maudite curiosité qui fait la différence entre vivre en paix et détruire sa propre raison, m'a poussé à revenir à la maison. Cette fois, j'étais préparé. J'avais une puissante lampe de poche, mon téléphone chargé, et je suis arrivé tôt le matin quand le soleil était haut. J'avais aussi avec moi une certaine détermination. S'il y avait quelque chose dans cette maison, je devais le comprendre. Je devais savoir ce que ma grand-mère avait fait, ce qu'elle avait protégé pendant tant d'années. La maison semblait moins menaçante à la lumière du jour. Je suis entré d'un pas ferme, me dirigeant directement vers la salle à manger. La poupée n'était plus sur la table. Je l'ai cherchée partout, mais elle avait disparu. J'ai commencé une recherche systématique. J'ai vérifié chaque chambre, chaque placard, chaque recoin. Je cherchais des indices, quelque chose qui m'expliquerait ce qui se passait. Dans la chambre de ma grand-mère, j'ai trouvé une vieille boîte en bois cachée au fond de son placard. Elle était fermée par un cadenas rouillé que j'ai forcé avec un tournevis que j'ai trouvé dans la cuisine. À l'intérieur, il y avait de vieux papiers, des photographies jaunies et un carnet à couverture noire avec des pages usées. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. C'étaient des journaux, les journaux de ma grand-mère, écrits sur plusieurs décennies. J'ai commencé à lire, d'abord par curiosité, puis avec une horreur croissante. Les premières entrées dataient de 1952, lorsque ma grand-mère n'avait que 18 ans. Elle parlait d'un homme qu'elle avait aimé, Thomas, qui était mort dans un accident. Elle parlait de son désespoir, de son refus d'accepter la perte. Et ensuite, elle parlait d'une femme. « Aujourd'hui, j'ai rencontré la dame de la montagne », écrivait-elle d'une écriture tremblante. « On dit qu'elle peut ramener les morts, qu'elle connaît des secrets que l'Église condamne. On dit qu'elle vit dans une grotte au fond de la forêt et qu'elle n'apparaît que lorsque quelqu'un a désespérément besoin d'elle. Et j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de Thomas. » Les entrées suivantes relatèrent sa quête de cette femme mystérieuse. Comment elle l'a finalement trouvée dans une grotte sombre, à peine éclairée par des bougies noires. Comment la dame de la montagne, une vieille femme aux yeux complètement blancs et un sourire qui glaçait l'âme, lui a proposé un marché. « Je peux ramener Thomas », avait dit la sorcière, « mais tout a un prix. L'équilibre doit être maintenu. Une vie pour une vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie de quelqu'un de ton sang, quelqu'un qui n'est pas encore né mais qui naîtra. Le premier-né de ton premier-né. » Ma grand-mère avait accepté. Mon Dieu, elle avait accepté dans son désespoir juvénile. Mais quand Thomas est revenu, ou ce qui était revenu en utilisant le corps de Thomas, elle s'est rendue compte de l'énorme erreur qu'elle avait commise. Ce qui était revenu n'était pas son amour. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de affamé et sombre qui la regardait avec des yeux vides. « Je ne peux pas le défaire », écrivait-elle des jours plus tard. La dame de la montagne rit quand je lui demande de rompre le pacte. Elle dit qu'un accord est un accord, mais elle me propose une autre option. Je peux l'emprisonner, je peux le garder lié à cette maison, utilisant ma propre force vitale comme encre. Tant que je vivrai, tant que mon sang alimentera la protection, il ne pourra pas tenir le pacte. Il ne pourra pas prendre ce qui lui a été promis. Et c'est ce qu'elle a fait. Pendant plus de 60 ans, ma grand-mère a gardé cette chose, ce nom Thomas, piégé dans la maison. Elle a utilisé des rituels qu'elle a appris de la même sorcière, des symboles qu'elle a peints sur les murs sous des couches de chaux, des objets protecteurs cachés dans les fondations. Elle y a vécu toute sa vie, seule après la mort de mon grand-père, portant le poids de son erreur juvénile pour protéger sa famille. Mais maintenant elle était morte, et la protection s'affaiblissait. J'ai fermé le journal avec des mains tremblantes. Mon esprit luttait pour traiter ce que je venais de lire. Était-ce réel? Ou n'était-ce que des délires d'une vieille femme? Mais alors je me suis rappelé la poupée, la voix, l'avertissement de Lucia, et je me souvins de quelque chose d'autre. Quelque chose qui me glaça le sang. J'étais le premier-né du premier-né. Ma mère avait été la première fille de ma grand-mère. J'étais son premier fils. L'Alliance parlait de moi.
Un craquement au-dessus de ma tête me fit lever brusquement les yeux. Le plafond en bois gémissait comme si quelque chose de lourd marchait à l'étage supérieur. Des pas lents, traînants, se dirigeant vers l'escalier. Je me levai d'un coup, le journal tombant au sol. Je devais sortir. Je devais sortir maintenant. Mais quand je me tournai vers la porte, je m'arrêtai net. Il y avait quelque chose au pied de l'escalier. Une silhouette sombre, floue, dans la pénombre. Elle avait une forme humaine, mais quelque chose dans ses proportions n'allait pas. Trop grand, trop maigre, avec des membres qui pendaient de manière antinaturelle. Et puis elle parla, avec la voix de ma grand-mère. « Carlos, mon enfant, tu es venu. Tu es enfin venu. » Ce n'était pas elle. Je savais que ce n'était pas elle. Mais le son de sa voix, si familier, si aimé, faillit me briser. Elle m'a gardé piégé si longtemps, continua la chose avec la voix de ma grand-mère. Tant de souffrance, tant de douleur. Mais maintenant elle est libre. Maintenant je peux accomplir ce qui m'a été promis. Je peux enfin récupérer ce qui m'est dû. Va-t'en, réussis-je à dire, bien que ma voix sonnait faible même à mes propres oreilles. Je ne te laisserai rien prendre. La silhouette ria. C'était un rire horrible, comme le son d'os qui se brise. Tu n'as pas le choix, enfant. Le pacte est scellé avec du sang. Ton sang. Tu es à moi depuis avant ta naissance. Tu l'as toujours été. La chose commença à se déplacer vers moi, ses mouvements spasmodiques, peu naturels. Je reculais, mon dos heurtant le mur. Mes yeux cherchaient désespérément une issue, mais la seule porte était bloquée par cette présence. Alors je me souvins de quelque chose dans le journal, quelque chose sur des symboles protecteurs. Ma grand-mère les avait peints sur les murs, sous des couches de chaux. Était-il encore là? Avait-il encore du pouvoir? Ma main a tâtonné le mur derrière moi. J'ai senti des irrégularités à la surface, des endroits où le nouveau plâtre n'avait pas complètement recouvert ce qu'il y avait en dessous. J'ai gratté avec mes ongles, désespéré, arrachant des morceaux de peinture. La chose cria, un son horrible, inhumain, qui fit vibrer les fenêtres. Elle vacilla en arrière, comme si ce que je faisais lui causait une douleur physique. « Non !» rugit-elle, sans tenter d'imiter la voix de ma grand-mère. « C'est à moi, on me l'a promis !» Je continuais à gratter, révélant davantage le symbole caché. C'était une sorte d'étoile dans un cercle, avec des lettres que je ne reconnaissais pas écrites autour. Plus je le découvrais, plus l'entité semblait s'affaiblir. Mais alors elle se ressaisit. Elle se redressa, grandissant d'une certaine manière, devenant plus solide, plus réelle. Ses yeux, je pouvais maintenant les voir clairement, étaient des puits d'obscurité absolue. « Tu es intelligent », siffla-t-elle, comme elle. Mais ce n'est pas suffisant. Les symboles l'ont protégée parce qu'elle était celle qui a fait le pacte. Mais toi, tu fais partie du paiement. Ils ne te protégeront pas. Rien ne peut te protéger de moi. J'avais raison. Je l'ai su à ce moment-là avec une terrible clarté. Les symboles pouvaient l'affaiblir, le ralentir. Mais ils ne pouvaient pas l'empêcher de prendre ce qu'il considérait comme son droit. L'entité avança à nouveau. Et cette fois, elle ne recula pas devant les symboles. Je pouvais sentir sa présence comme un froid antinaturel qui pénétrait jusqu'aux os. L'air lui-même semblait s'épaissir, rendant la respiration difficile. « Ce sera rapide », murmura-t-elle, maintenant si près que je pouvais sentir son haleine, une odeur de terre mouillée et de décomposition. « Tu ne souffriras pas. Juste, laisse-toi aller. Accepte l'inévitable. » Une de ses mains, était-ce des mains, s'étendit vers mon visage. Je fermai les yeux, mon esprit courant désespérément à la recherche d'une issue que je savais inexistante. Alors, un cri, mais pas le mien, de la chose, un cri de surprise et de douleur. J'ouvris les yeux. L'entité s'était retirée, se tordant, et entre nous était apparu quelque chose de nouveau. Une lumière faible, presque imperceptible, mais qui semblait repousser la créature comme si c'était du feu vivant. La lumière prit progressivement forme, une forme humaine. Une vieille femme, transparente, à peine visible, mais indéniable. Ma grand-mère. Espérance, siffla la chose, sa voix chargée de haine. Tu es morte, tu ne peux plus m'arrêter. Non, répondit le spectre de ma grand-mère, sa voix résonnant de très loin mais claire. Je ne peux pas t'arrêter, mais je peux te donner ce que tu veux vraiment. L'entité resta immobile, prudente. Quoi? Tu me veux, Thomas. Tu m'as toujours voulu. C'est moi qui t'ai ramené, c'est moi qui t'ai enfermé.
Ta colère, ta faim, c'était toujours à cause de moi, pas à cause de ma famille. Ma grand-mère se tourna vers moi, et ses yeux, Dieu, ses yeux avaient l'air si fatigués, me regardèrent avec un amour profond. Carlos, cours. Quand je te le dirai, cours, et ne regarde pas en arrière. Grand-mère, non. Ta vie pour la sienne, continua-t-elle, m'ignorant, s'adressant à la créature. Laisse-le partir et prends ce qu'il reste de mon esprit. Attache-moi à toi pour toujours. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? M'avoir près de toi, pour toujours. La chose considéra cela, puis, lentement, hocha la tête. Cours, cria ma grand-mère. Je ne voulais pas. Je voulais rester, trouver une autre façon. Mais ses yeux me suppliaient, et j'ai compris. C'était sa dernière chance de réparer l'erreur qu'il avait commise des décennies auparavant. Sa dernière chance de nous sauver tous. Je courus. Derrière moi, j'entendis des sons qui me hantent encore dans mes cauchemars. Des cris, tant de la créature que de ma grand-mère. Le bruit de quelque chose qui se déchire. Un éclat de lumière si brillant qu'il illumina toute la maison pendant un instant. Et puis, le silence. Je ne m'arrêtai pas avant d'arriver à ma voiture. Je démarrai et conduisis sans regarder en arrière, mes yeux brûlants de larmes qui se permettaient enfin de couler. Je conduisis jusqu'à la ville, un trajet de 6 heures que je fis en 4, sans m'arrêter une seule fois. C'était il y a 7 ans. Je ne suis jamais retourné à San Miguel del Monte. J'ai engagé une entreprise pour vendre la maison sans que j'aie à revenir. Elle a été achetée par un couple d'artistes de la ville qui voulaient un refuge dans les montagnes. J'espère qu'ils seront heureux là-bas. J'espère qu'ils ne trouveront jamais le journal de ma grand-mère caché sous les lattes du sol de leur chambre, où je l'ai laissé tomber en fuyant. Parfois, dans les nuits silencieuses, je crois entendre la voix de ma grand-mère, non pas murmurant mon nom avec menace, mais avec tendresse, comme quand j'étais enfant, me disant que tout va bien, que je peux me reposer, qu'elle m'aime. Je ne sais pas si son esprit a trouvé la paix. Je ne sais pas si l'entité a été détruite ou simplement satisfaite. Je ne sais pas si ma grand-mère est piégée dans un horrible limbe, payant éternellement pour une erreur qu'elle a commise lorsqu'elle n'était qu'une enfant désespérée d'amour. Ce que je sais, c'est ceci. Les pactes sont réels. Les sorcières sont réelles. Et l'amour d'une grand-mère est assez puissant pour défier même la mort elle-même. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, j'allume une bougie pour elle. Je ne prie pas, je ne sais plus à qui ou à quoi prier, mais je m'assois dans l'obscurité et je lui parle. Je lui raconte ma vie, les choses qu'elle manque. Je la remercie pour son sacrifice, même si elle ne peut pas m'entendre. Et parfois, juste parfois, la flamme de la bougie vacille d'une manière qui ne peut être expliquée par des courants d'air. Et j'aime penser que c'est elle, me disant qu'elle m'écoute, que malgré tout, elle prend encore soin de moi, comme elle l'a toujours fait. Comme elle le fera toujours. Ainsi se termine l'histoire que Carlos m'a partagée. Il n'est pas retourné dans ce village, et il dit qu'il ne le fera jamais. De temps en temps, il m'écrit pour me dire qu'il continue d'allumer ses bougies, maintenant vivante la mémoire de sa grand-mère. Si cette histoire t'a touché, ou si tu as déjà vécu quelque chose que tu ne peux pas expliquer, j'aimerais beaucoup le lire dans les commentaires. Parfois, partager ces expériences nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous avons vécu. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Il y a beaucoup d'autres histoires qui attendent d'être racontées. Repose-toi bien ce soir, et on se retrouve la prochaine fois. Cette histoire m'a été racontée par une abonnée nommée Patricia qui vit à Bogota, en Colombie. Ce qu'elle m'a confié sur la nounou qu'elle a engagée pour s'occuper de ses enfants est quelque chose que toute mère travailleuse pourrait vivre, et c'est précisément ce qui la rend si effrayante. Si vous avez déjà laissé vos enfants sous la garde de quelqu'un et que vous avez remarqué des changements étranges dans leur comportement, des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, laissez un commentaire. Parfois, nous faisons confiance à des étrangers pour prendre soin de ce que nous aimons le plus, et nous ne savons pas toujours vraiment qui ils sont. Voici l'histoire de Patricia et des 3 mois où une inconnue est restée chez elle chaque nuit, faisant des choses que aucune mère ne devrait découvrir. Je m'appelle Patricia, j'ai 35 ans, et je suis mère célibataire de 2 enfants, Matteo, 7 ans, et Camila, 5 ans. Leur père nous a quittés lorsque Camila avait à peine 1 an, et depuis, je les élève seul. Je travaille comme infirmière à l'hôpital San Ignacio à Bogota. C'est un bon travail, mais les horaires sont brutaux.
L'année dernière, on m'a assigné en permanence au poste de nuit, de 10 heures du soir à 6 heures du matin, 4 nuits par semaine. Le problème était évident. Qui s'occuperait de mes enfants pendant ces nuits? Mes parents vivent à Cali, trop loin pour aider régulièrement. Je n'avais pas de famille proche à Bogota. Les crèches de nuit sont très chères et la plupart n'acceptent pas les enfants pour rester toute la nuit. J'avais désespérément besoin d'une babysitter de nuit, quelqu'un de fiable qui viendrait à mon appartement à 9h30 du soir, resterait avec les enfants pendant qu'ils dormaient et partirait quand je reviendrais à 6h30 du matin. J'ai publié des annonces dans des groupes Facebook, sur des pages d'emploi, j'ai demandé des références. J'ai interviewé 7 personnes pendant 2 semaines. Aucune ne m'a convaincu. Certaines demandaient trop d'argent, d'autres n'avaient pas d'expérience. Une m'a donné une très mauvaise impression pendant l'entretien. J'étais sur le point de quitter mon travail quand j'ai reçu un message d'une femme appelée Elena Ruiz. Elle disait qu'elle avait 15 ans d'expérience en tant que nounou, des références vérifiables, et qu'elle était disponible exactement aux horaires dont j'avais besoin. Je l'ai interviewée un samedi après-midi dans mon appartement. Elena avait environ 55 ans, des cheveux courts et gris, une silhouette mince, une voix douce. Elle s'habillait de manière conservatrice et portait un chapelet au cou. Elle parlait calmement et me regardait directement dans les yeux en répondant à mes questions. Il m'a dit qu'il avait élevé 3 enfants, tous adultes maintenant, et qu'il travaillait comme nounou depuis des années parce qu'il adorait les enfants et que la maison vide le faisait se sentir seul. Les enfants me donnent un but, dit-elle avec un sourire chaleureux, surtout les petits. Il y a quelque chose de si pur en eux, n'est-ce pas? J'ai vérifié ses références. 3 familles précédentes, toutes avec des commentaires positifs. Je l'ai appelée pour chacune d'elles. Toutes ont dit qu'Elena était fiable, affectueuse, excellente avec les enfants. Pourquoi ne travaille-t-elle plus avec vous? Ai-je demandé à l'une des références. Nos enfants ont grandi et n'avaient mal à plus besoin de nounou. Mais si nous avions un autre bébé, je l'embaucherais immédiatement. Cela m'a convaincu. J'ai offert le poste à Elena. Elle a accepté. Elle a commencé la semaine suivante. Les premiers jours ont été parfaits. J'arrivais à la maison à 6h30 du matin et tout était en ordre. Les enfants dormaient dans leur lit. La maison était propre. Elena partait avec un sourire, me disant que tout avait été calme. Matteo et Camilla ne se plaignaient pas. En fait, ils semblaient contents. Madame Elena est sympathique, disait Matteo. Elle nous lit des histoires avant de dormir. Après 2 semaines, j'ai commencé à me détendre. J'avais enfin trouvé quelqu'un de fiable. Je pouvais me concentrer sur mon travail sans me soucier constamment de mes enfants. Mais alors j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des détails que j'avais d'abord ignorés. Les jouets des enfants apparaissaient à des endroits où ils ne devraient pas être. Des jouets qui étaient rangés dans leurs chambres apparaissaient dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la salle de bain. Pourquoi ces jouets sont-ils partout dans la maison? Ai-je demandé à Matteo un matin. Il haussa les épaules. Madame Elena dit que c'est bien que les jouets explorent la maison la nuit. Explorent? Oui. Elle dit que les jouets sont vivants la nuit quand nous dormons, et elle les aide à explorer. C'était étrange, mais je pensais que c'était juste une façon créative de divertir les enfants avant de dormir. Rien d'alarmant. Puis j'ai commencé à remarquer que mes affaires bougeaient aussi. De petites choses. Un livre que je laissais sur la table de nuit apparaissait dans le salon. Mes clés de voiture, que je laissais toujours sur le crochet près de la porte, apparaissaient dans la cuisine. Au début, je pensais que c'était moi, que je les déplaçais sans m'en rendre compte à cause de la fatigue. Travailler de nuit dérange ton sens du temps et ta mémoire. Mais alors j'ai trouvé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. C'était un mercredi matin. Je suis rentré à la maison après un service particulièrement épuisant. Elena était déjà partie. Les enfants dormaient. Je suis allé dans ma chambre pour changer de vêtements. Dans mon tiroir de chevet, à côté du lit, il y avait une photo de moi quand j'étais enfant. Une photo que je gardais depuis des années dans une boîte au fond de mon placard. C'était de quand j'avais environ 8 ans, dans le jardin de la maison de mes parents. Pourquoi étais-tu là? Je ne l'avais pas sorti. Et il n'y avait aucune raison pour qu'Elena entre dans ma chambre. Les enfants dormaient dans leur propre chambre. J'ai envoyé un message à Elena. J'ai trouvé une photo de moi enfant dans mon tiroir. Es-tu entré dans ma chambre hier soir? Sa réponse est arrivée une demi-heure plus tard. Oui, désolé. Camilla s'est réveillée en demandant de l'eau et j'ai entendu un bruit dans ta chambre. Je suis entré vérifier que tout allait bien. J'ai vu la photo par terre. Peut-être qu'elle est tombée de quelque part et je l'ai mise dans le tiroir pour ne pas l'abîmer.
J'espère ne pas avoir été invasive. L'explication avait du sens, mais quelque chose me dérangeait. Cette photo avait été dans une boîte fermée. Elle ne pouvait pas simplement tomber. Cette nuit-là, avant de partir au travail, j'ai vérifié ma chambre. J'ai remis la photo dans la boîte, fermé la boîte et l'ai mise sur l'étagère supérieure du placard. J'ai aussi fermé la porte du placard. Le lendemain matin, lorsque je suis revenu, la photo était à nouveau sur mon bureau. La boîte était toujours sur l'étagère, fermée, mais la photo avait été enlevée et remise au même endroit que la veille. Cette fois, je n'ai pas écrit à Elena. J'ai décidé d'installer une caméra. J'ai acheté une petite caméra de sécurité, de celles qui se connectent via Wi-Fi et que l'on peut voir depuis son téléphone. Je l'ai installée dans ma chambre, cachée sur l'étagère, pointant vers mon lit et mon bureau. Cette nuit, depuis l'hôpital, j'ai regardé la transmission en direct pendant mes pauses. À 23h30, Elena est entrée dans ma chambre. Elle a ouvert mon placard. Elle a sorti la boîte. Elle a sorti la photo. Elle l'a regardée pendant presque 5 minutes, la fixant intensément. Puis elle l'a soigneusement posée sur la table de nuit, a rangé la boîte et est sortie de la chambre. Mon cœur battait vite. Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi était-elle obsédée par cette photo de moi enfant? J'ai décidé de l'affronter. Le lendemain matin, quand je suis arrivé à la maison, Elena se préparait à partir. Elena, il faut qu'on parle. Bien sûr, il se passe quelque chose. Pourquoi continues-tu à sortir ma photo d'enfant? Je t'ai vu sur la caméra hier soir. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas semblé surprise ni gênée. Elle a simplement souri doucement. C'est une belle photo. Tu étais une enfant très spéciale. Comment sais-tu que j'étais spéciale? Tu ne me connaissais pas quand j'étais enfant. Je peux le voir sur la photo. Les enfants spéciaux ont une lumière. Tu l'avais. Tes enfants l'ont aussi. Elena, avec tout le respect, il est très inapproprié que tu entres dans ma chambre et que tu prennes mes affaires. S'il te plaît, ne recommence pas. Bien sûr, je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, mais cela s'est reproduit. J'ai installé des caméras dans toute la maison, dans le salon, dans la cuisine, dans les couloirs. Et ce que j'ai vu pendant les nuits suivantes m'a glacé le sang. Elena n'entrait pas seulement dans ma chambre. Elle entrait dans les chambres des enfants pendant qu'ils dormaient. Et elle restait là, debout à côté de leur lit, à les regarder pendant des heures. Elle ne les touchait pas. Elle ne faisait rien de menaçant. Elle restait simplement là, complètement immobile, en train de les observer dormir. Parfois, elle murmurait quelque chose que je ne pouvais pas entendre clairement dans les enregistrements. Une nuit, je l'ai vue faire quelque chose qui m'a donné envie de vomir. Elle est entrée dans la chambre de Camilla. Elle s'est penchée sur le lit, très près du visage de ma fille endormie, et elle est restée là, respirant, son visage à quelques centimètres de celui de Camilla, pendant presque 30 minutes. J'allais la renvoyer immédiatement. Mais alors je me suis rappelé quelque chose que Matteo avait mentionné casuellement quelques jours auparavant. Madame Elena dit qu'elle veille sur nous-mêmes quand nous dormons, qu'elle nous protège des choses mauvaises. Quelles choses mauvaises? J'ai décidé de parler à mes enfants avant d'agir. Matteo, mon chéri, est-ce que Madame Elena fait quelque chose de bizarre quand vous dormez? Je ne sais pas. Je suis endormi. Mais quand tu te réveilles, tu remarques quelque chose de différent? Il a réfléchi un instant. Parfois, je me réveille et je sens que quelqu'un me regarde. Mais quand j'ouvre les yeux, il n'y a personne. Est-ce que ça te fait peur? Non. Madame Elena dit qu'elle veille toujours sur nous, que même si on ne la voit pas, elle est là. Je lui ai posé la même question à Camilla. Tu aimes Madame Elena, mon amour? Oui, elle est sympathique. Mais parfois, ça me fait un peu peur. Pourquoi as-tu peur? Parce que parfois, quand je me réveille dans la nuit, elle est debout à la porte de ma chambre, juste à regarder, et quand elle me voit réveillée, elle sourit et dit « Retourne dormir, ma fille ». Et je retourne dormir. Mon estomac se tordit. C'était plus que bizarre. C'était profondément perturbant. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas aller au travail. J'ai appelé en disant que j'étais malade. Je n'ai pas prévenu Elena. Je voulais voir ce qu'elle faisait quand elle pensait que je n'étais pas là. Elena est arrivée à 9h30 comme toujours. Je me cachais dans ma chambre, la porte à peine entr'ouverte, d'où je pouvais voir une partie du couloir. J'ai entendu Elena mettre les enfants au lit vers 10h. Elle leur a lu une histoire. Tout était normal. Ensuite, j'ai entendu ses pas dans le couloir.
Il s'est arrêté devant la chambre de Matteo. Il est entré. La porte s'est fermée. J'ai attendu 10 minutes. Puis je me suis approché silencieusement et j'ai regardé par la fente de la porte. Elena était debout à côté du lit de Matteo, mais pas seulement en train de le regarder. Elle tenait son téléphone dans la main, en train de prendre des photos. Photo après photo de mon fils endormi, sous différents angles. J'ai ouvert la porte brusquement. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Elena s'est retournée, toujours avec le téléphone en main. Elle n'a pas semblé effrayée, juste agacée d'avoir été interrompue. « Patricia, je pensais que tu travaillais. Pourquoi prends-tu des photos de mon fils ? Ce ne sont que des souvenirs. Les enfants grandissent si vite. Je voulais avoir des souvenirs. Ce sont mes enfants. Tu ne peux pas prendre de photos d'eux sans ma permission. Donne-moi ce téléphone. » Non. La façon dont elle a dit non était glaçante, ferme, définitive. Comme si elle avait un quelconque droit sur mes enfants. Donne-moi le téléphone maintenant ou j'appelle la police. Tu ne vas pas faire ça. Quoi ? Tu n'appelleras pas la police parce que tu sais que je suis la seule nounou que tes enfants tolèrent. Parce que tu sais que tu as besoin de ce travail. Parce que tu sais que tu n'as pas d'autres options. Sa voix était encore douce, mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose de froid. Quelque chose de menaçant. Matteo se réveilla avec nos voix. « Maman, que se passe-t-il ? Tout va bien, mon amour. Rêve encore. » Elena sourit. « Oui, Matteo. Tout va bien. Ta maman est juste un peu confuse. Sors de ma maison, maintenant, comme tu veux. » Elena marcha lentement vers la sortie, toujours en tenant son téléphone. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Tu es une mauvaise mère, tu le savais ? Les laisser seuls tant de nuits. Ils ont besoin de quelqu'un qui prenne vraiment soin d'eux. Quelqu'un qui les aime vraiment. Quelqu'un comme moi. » Et elle partit. Je fermai immédiatement toutes les portes et fenêtres à clé. Je vérifiai les deux enfants. Ils allaient bien physiquement. Effrayés par la confrontation, mais en bonne santé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, veillant, attendant. Quoi ? Qu'elle revienne ? Le lendemain matin, je suis allé à la police. Je leur ai montré les vidéos des caméras. Je leur ai parlé des photos. « Lui avez-vous donné la permission de s'occuper de vos enfants ?» demanda l'officier. « Oui, mais vous l'avez déjà vu toucher inappropriément ses enfants ? Non, mais vous l'avez déjà menacé directement, vous ou vos enfants ? Eh bien, pas directement, mais le ton. Madame, je comprends votre inquiétude, mais techniquement, elle n'a commis aucun crime. Observer les enfants dont elle s'occupe n'est pas illégal. Prendre des photos, bien qu'inappropriées, n'est pas illégal si elle avait un accès autorisé à la maison. La meilleure chose à faire est simplement de ne pas la réembaucher. Mais et si elle revient ? Et si elle essaie quelque chose ? Elle sait où je vis ? Évidemment. Elle travaillait chez moi. Bon, si elle revient sans être invitée, ce serait une intrusion. Là, oui, nous pourrions agir. Mais pour l'instant, nos mains sont liées. Je me suis sentie impuissante, frustrée, peur. J'ai engagé une autre nounou. Cette fois, une agence professionnelle avec vérification des antécédents. C'était plus cher, mais cela valait la tranquillité d'esprit. 2 semaines se sont écoulées sans incident. Les enfants se sont adaptés à la nouvelle nounou. J'ai commencé à me détendre à nouveau. Mais alors, Camilla a commencé à dire des choses étranges. « Maman, Madame Elena est venue me rendre visite hier soir. »« Quoi ? Non, ma chérie. Madame Elena ne vient plus. Nous avons maintenant Madame Monica. Mais elle est venue. Je l'ai vue à ma fenêtre. »« À ta fenêtre ? Chérie, nous sommes au 2e étage. Personne ne peut être à ta fenêtre. » Mais elle était là, elle frappait le verre. Elle souriait en disant « Laisse-moi entrer, ma fille. » Mon sang se glaça. Je vérifiais la fenêtre de Camilla. Elle était fermée et la serrure en place. Mais quand je regardais dehors, il y avait des marques. Marques de doigts. Sur l'extérieur du verre. Comme si quelqu'un avait grimpé jusqu'au 2e étage et avait touché la fenêtre. J'appelai un serrurier le jour même. Il installa des barreaux de sécurité sur toutes les fenêtres des chambres des enfants. J'installai également des détecteurs de mouvement autour du bâtiment. 1 semaine plus tard, les détecteurs se déclenchèrent à 2h30 du matin. Mon téléphone me alerta. Je vérifiais les caméras extérieures que j'avais installées. Il y avait quelqu'un dans le jardin.
regardant vers les fenêtres du deuxième étage, regardant spécifiquement vers la fenêtre de Camilla. C'était Elena. Juste là, en train de regarder, sans essayer d'entrer. Juste en train de regarder. J'ai immédiatement appelé la police. Ils sont arrivés en 15 minutes. Quand ils sont arrivés, Elena était partie. Mais les caméras l'avaient clairement enregistrée. Cette fois, ils ont pu faire quelque chose. Ils lui ont délivré un ordre d'éloignement. Si elle s'approchait à moins de 200 mètres de ma maison ou de mes enfants, elle serait arrêtée. Je pensais que cela suffirait. Ce ne fut pas le cas. 2 jours plus tard, lorsque j'ai récupéré Matteo à l'école, sa maîtresse m'a appelé à part. « Patricia, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Une femme âgée est venue demander pour Matteo. Elle a dit qu'elle était sa grand-mère. Évidemment, nous ne l'avons pas laissé s'approcher sans vérifier avec vous d'abord. Mais quand nous lui avons demandé une pièce d'identité, elle est rapidement partie. À quoi ressemblait-elle ? 45, 50 ans, cheveux gris courts, elle portait un chapelet. Elena. Elle avait essayé d'emmener mon fils de l'école. Ça a été suffisant. J'ai parlé avec mon superviseur à l'hôpital. Je lui ai expliqué la situation, en omettant les détails les plus perturbants. J'ai réussi à changer mon service. Maintenant, je travaille 2 jours. Je gagne moins d'argent, mais je peux être avec mes enfants le soir. Il s'est écoulé 4 mois depuis que j'ai licencié Elena. Nous avons déménagé dans un appartement différent, dans un quartier différent. Les enfants ont changé d'école. Je n'ai pas revu Elena depuis. Les capteurs ne se sont jamais réactivés. Les fenêtres restent intactes. Mais Camilla dit encore que parfois, quand elle est sur le point de s'endormir, elle entend une voix douce dehors de sa fenêtre. « Ma fille, laisse-moi entrer. Je veux juste prendre soin de toi. » Je vérifie les caméras. Il n'y a jamais personne. Peut-être que Camilla l'imagine. Peut-être que ce sont des cauchemars résiduels de cette expérience. Ou peut-être qu'Elena a trouvé un moyen de lui parvenir que les caméras ne peuvent pas capter. Je ne sais pas. Et cette incertitude est ce qui me tient éveillé de nombreuses nuits, écoutant chaque petit bruit, vérifiant chaque ombre, m'assurant que mes enfants sont en sécurité. Car j'ai appris quelque chose d'effrayant. Lorsque vous invitez un étranger chez vous, lorsque vous lui donnez accès à vos enfants, vous ne savez jamais vraiment qui il est. Vous ne savez jamais ce qu'il veut. Vous ne savez jamais jusqu'où il ira. Et une fois qu'il devient obsédé, une fois qu'il décide que vos enfants lui appartiennent, il est presque impossible de le faire renoncer. Alors si vous engagez un jour une babysitter, faites plus que vérifier ses références. Faites confiance à votre instinct. Et si quelque chose vous semble mauvais, même légèrement, agissez immédiatement, car lorsque les signaux deviennent évidents, il peut être trop tard. Voici l'expérience de Patricia. Elle m'a dit qu'elle vit encore avec la peur qu'un jour Elena apparaisse, que les enfants suivent une thérapie pour traiter tout ce qu'ils ont vécu. Si tu as déjà dû laisser tes enfants à quelqu'un et que tu as ensuite découvert des choses qui t'ont fait remettre en question tout, laisse un commentaire. La confiance que nous plaçons dans les personnes qui prennent soin de nos proches est quelque chose de sacré. Et lorsque cette confiance est brisée, les cicatrices peuvent durer des années. Prends soin de ta famille, vérifie toujours, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Repose-toi bien.